La prescription de Zelensky, c'est une guerre thermonucléaire mondiale déclenchée par les États-Unis contre la Russie. C'est insensé. Cela n'a aucun sens. Et ma grande crainte, c'est qu'il y ait des gens à Washington qui ne comprennent pas que c'est l'issue inévitable si nous prenons pas la voie de sortie. Et si nous ne quittons pas cette impasse dans laquelle nous sommes avec Zelensky. Parce que c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas seulement que l'Europe le soutienne, il veut que nous rendions impossible à la Russie de le vaincre. Lui ou quiconque. Et bien, cela n'arrivera pas. Nous n'avons aucun intérêt à cela. Et je pense que le président Trump écoute bêtement cet homme et évidemment les gens qui l'entourent qui lui disent que nous sommes plus puissants que nous ne le sommes réellement, que nous sommes en position de dicter les conditions. C'est pas le cas. Et cet homme, Zelensky, est la preuve de ce genre de pensée. Donc, la vraie question à ce stade est, Président Trump, qu'allez-vous faire pour sortir les États-Unis de cette politique totalement inutile et stérile que vous avez héritée du président Biden? Jusqu'à présent, sa réponse est rien. Je vais continuer, je vais persister. Et si vous poussez vraiment cela à l'extrême, vous finirez par un échange nucléaire avec la Russie. Les Russes ont été très clairs, nous comprenons les conditions qu'ils ont décrites. Aucune de ces conditions, franchement, n'est inacceptable pour nous. Nous ne perdons rien en soutenant la neutralité de ce qui restera de l'Ukraine. Nous ne perdons rien avec un gouvernement à Kiev qui ne serait pas hostile, voire aligné avec Moscou. Nous perdons si nous sommes entraînés dans une guerre contre la Russie, dans une partie du monde qui n'a aucune importance stratégique pour nous. Voilà comment nous perdons. Et ce que vous avez vu encore en Chine, c'était un groupe de personnes, vous savez quoi, plus de 40% de la population mondiale et probablement au moins la moitié de ses ressources naturelles, richesses minérales, pétrole, gaz. Vous citez, nous avons vu une démonstration. Ils se sont tous réunis pour dire « Nous aimerions avoir la paix en notre temps » avec les États-Unis, mais nous ne nous soumettrons pas aux tactiques d'intimidation de Donald Trump. Donc il doit prendre une décision. Où veut-il nous emmener toujours plus loin sur la route du désastre et de la guerre potentielle, ou bien veut-il descendre du train et prendre une nouvelle direction? Mais voyez-vous, tout cela est aussi lié à ce système financier que nous avons construit après la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de s'effondrer. Vous savez, nous sommes passés par Bretton Woods, puis nous avons abandonné les talons or. Nous avons adopté cette chose qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui n'a aucune valeur réelle, sauf celle que nous lui attribuons. Et la plupart de cette valeur dépend de la confiance dans le gouvernement des États-Unis. Eh bien, je pense que la confiance dans le gouvernement américain est à son niveau le plus bas, à la fois à l'étranger et ici même, chez nous. Alors la question est que, va-t-on faire tandis que tout cela s'écroule sous nos yeux? Allons-nous simplement sombrer dans une dépression? Allons-nous restructurer la dette? Non, personne ne veut y aller. Non, on donne des ordres inaudibles depuis la Maison-Blanche, trouver une nouvelle combine, un nouveau moyen d'échapper à la réalité. Alors on se tourne vers ces bons du Trésor. Toute l'idée de réévaluer l'or est partie à la poubelle. Et cela, au moins en partie, parce que personne ne sait vraiment ce que nous avons. Tout ce que nous savons, c'est que les Français, les Allemands et les Italiens qui ont demandé à rapatrier leur or, nous leur avons répondu non, nous ne rapatrierons pas tout. Alors la question est, pourquoi pas? Le soupçon, c'est que nous ne l'avons pas en totalité. Vous voyez où je veux en venir? En d'autres termes, nous parlons de la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine est largement de notre responsabilité. Nous l'avons bâtie, nous avons créé les forces en Ukraine, nous les avons envoyées au combat, nous avons saigné le pays à blanc. Et pourtant, Trump agit comme si tout cela s'était produit ailleurs, comme si cela n'avait rien à voir avec nous, ce qui est évidemment absurde. Donc voilà, nous avons fait cela, nous sommes dans de très graves difficultés financières. On ne peut pas considérer l'un sans l'autre. Alors si nous restons sur cette trajectoire, la question est, qu'est-ce qui arrivera en plomb? Premier, sommes-nous entraînés dans une collision inutile et suicidaire avec les Russes au niveau stratégique qui pourrait entraîner un échange nucléaire?
ou bien l'alternative pour l'instant est de continuer sur la voie actuelle et de sombrer financièrement dans une ruine totale et complète, pire que la dépression des années 30. Alors, qu'est-ce qui viendra en premier? Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il est assez clair que voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui. Et c'est malheureux parce qu'il devrait y avoir une troisième option. Nous pouvons reconnaître la réalité, couper court à ce mauvais marché pour reprendre la terminologie de Trump et simplement cautériser cette plaie, puis revenir vers des relations plus normales, ce qui pourrait retarder certaines des conséquences économiques. Il est sans doute trop tard pour cela, mais au moins c'est une option. Mais ça ne semble pas être sur la table. Ironiquement, il semble que Vladimir Poutine tente d'offrir une voie de sortie à Trump en répondant à l'une des plus grandes accusations que l'Occident formule toujours contre la Russie. Nous devons les arrêter ici, sinon ils vont déferler en France et au Royaume-Uni. C'est ce que leurs dirigeants ont encore répété ces dernières semaines. Poutine a abordé ce Pexis point hier à Pékin. Quant à savoir si le monde multipolaire est déjà établi ou non, eh bien, ses contours existent, en grande partie, mais je ne parlerai pas vraiment de lacunes. Cela ne veut pas dire que ce nouveau monde multipolaire devrait en avoir, parce que personne n'en parle. Non, dans ce monde multipolaire, tout le monde a des droits égaux. Le droit international, tout le monde doit avoir des droits égaux. Chacun doit être dans une position similaire. Oui, les géants économiques comme l'Inde ou la Chine, notre pays fait partie des 4 plus grandes économies dont nous parlons, c'est notre réalité actuelle. C'est pas quelque chose que nous souhaiterions. Ce sont les organisations nationales qui le calculent. Mais cela ne veut pas dire que quiconque doive dominer la politique ou la sécurité mondiale. So you see, President Putin there is saying, Vous voyez, le président Poutine dit ici, écoutez, nous ne cherchons à dominer personne. Nous ne cherchons pas, même au sein des BRICS, à constituer un contrepoids à la pensée occidentale. Nous disons simplement, c'est un monde multipolaire et vous êtes l'un des pôles. Donc nous pouvons continuer sur cette voie, mais chacun doit avoir des droits égaux. Alors toute cette idée selon laquelle nous sommes en train de former un grand bloc, économique et sûrement militaire, dans le but, tu sais, de venir t'attaquer, c'est pas vrai. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Et donc, comme tu l'as dit il y a une minute à peine, la Chine est beaucoup plus intéressée à faire du commerce qu'à conquérir qui que ce soit. Eh bien, encore une fois, il y a un refus. En fait, il y a eu un bon rapport que Dan Gracier vient de publier qui parle de la très faible probabilité d'une quelconque invasion chinoise de Taïwan, ce qui, tu le sais, attire toute l'attention imaginable. Je pense que nous avons perdu le contact avec la réalité. La Chine, c'est une nation de quoi? 1,4 milliard d'habitants. Chaque matin, Xi se réveille et sa préoccupation numéro 1, c'est comment je maintiens ce pays uni. Les gens ne comprennent pas que la Chine, à l'intérieur de ses frontières, c'est 4 ou 5 versions différentes d'un pays comme les États-Unis. Ce n'est pas quelque chose de facile à contrôler. En fait, c'est l'un des mythes très répandus en Occident, l'idée que cet homme, Xi, est un super dictateur absolu qui contrôle tout, partout, tout le temps. Non, en réalité, son plus grand problème, c'est qu'il ne contrôle pas. Et l'une des raisons pour lesquelles il a été nommé à ce poste, c'est justement pour s'attaquer au plus grand problème qu'ils affrontent encore aujourd'hui, la corruption dans la société chinoise. Et cette corruption a conduit à l'exécution et à l'emprisonnement d'un nombre incalculable de hauts responsables du gouvernement chinois, de l'armée. Il y a beaucoup plus de problèmes internes en Chine que ce que les gens en Occident imaginent. Donc non. Et ensuite, il y a cette fausse idée, parce que nous projetons sur la Chine l'expérience occidentale selon laquelle, eh bien, pour résoudre ces problèmes, Xi a besoin d'une guerre. La dernière chose dont il a besoin, c'est une guerre. Ils viennent de se lancer dans le plus grand programme de construction de toute l'histoire humaine, certainement depuis les années 1900
90, disons au cours des 25 dernières années. Construire des villes, construire des plateformes, construire des réseaux de transport, tu peux tout citer. Si tu es engagé dans ce genre de projet, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est quoi? La guerre. Parce que ce qui promet de tout détruire, c'est précisément une guerre. Donc, il n'y a tout simplement pas de preuve de cette menace écrasante de la Chine qui serait comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. C'est tout simplement irréel. Mais malheureusement, cela tombe dans l'oreille d'un sourd. Nous avons cette tendance maladive, cyclique, à dépenser sans compter pour la défense. Et, soit dit en passant, notre retour sur investissement n'est pas très bon. Nous dépensons plus pour chaque chose que nous avons dans la défense que presque n'importe quel autre pays au monde. Et cela, à son tour, enrichit un grand nombre de gens à Washington. Oui, ça maintient des chaînes de production ouvertes à beaucoup d'endroits, mais les plus grands bénéficiaires, ce sont ceux qu'on appelle les actionnaires, et eux n'ont aucun intérêt réel à la paix. Alors, ils sont heureux de plaider pour le conflit. Et si tu regardes toutes les personnes au sommet de l'armée, personne ne se lève pour poser des questions du genre, stratégiquement, est-ce que ça n'aurait pas plus de sens de ne pas provoquer, de ne pas intervenir? Est-ce que quelqu'un s'est levé pour poser des questions sur notre décision d'envoyer cette flottille vers le Venezuela? Cela ressemble à un autre exercice de Trump, dans la mesure où il n'y a pas de planification sous-jacente ni de réflexion stratégique, autant que je puisse le voir. Il se réveille et dit, eh bien, nous allons marquer un point. Nous allons donner une leçon à ces gens. Je veux me débarrasser de Maduro ou quelque chose comme ça. Et soudain, tout le monde est d'accord et dit, oui, allons voguer vers les Caraïbes. C'était censé prendre 2 jours pour assembler tout ça. Il a fallu de très nombreux jours pour tout rassembler, parce qu'il n'y avait pas de planification adéquate, pas de réflexion opérationnelle stratégique. Nous n'avons toujours pas compris ce que ces gens sont censés faire. Eh bien, je suis à 100% pour utiliser l'armée américaine dans l'hémisphère occidental, afin de nous défendre, de défendre nos intérêts. Mais je ne pense pas que l'utilisation de l'armée américaine dans les Caraïbes pour attaquer des États d'Amérique latine soit sûrement une bonne idée. Il y a toujours des effets secondaires, des conséquences de 2e et de 3e ordre associées à toute opération militaire. Le Venezuela n'est pas un État robuste et puissant. Nous le savons tous. Sa société n'est pas forcément très cohésive, bien que je dirais que nous leur avons imposé beaucoup de cohésion au cours des derniers jours, très clairement. Mais la question c'est, en quoi cela nous aide-t-il de faire ça? Quelle différence ça fait de savoir qui dirige le Venezuela? Est-ce qu'on traite les symptômes ou est-ce qu'on traite la maladie? Eh bien, la maladie, elle est ici, chez nous. Nous devons contrôler nos frontières, contrôler les eaux côtières, contrôler les aéroports, arrêter les gens qui font entrer la marchandise dans le pays, cette marchandise qui nous tue. Mais nous devons aussi poursuivre les gens qui revendent la drogue ici, à l'intérieur du pays. Nous devons en fait faire ce que Lee Kuan Yew a fait à Singapour, et lui avait instauré la peine de mort. Si tu introduis de la drogue, si tu essayes d'en vendre, tu fais face à la peine capitale, tu sais quoi? Ça a marché. Mais si tu en parles aujourd'hui, oh, c'est terrible, on ne peut jamais faire ça. Eh bien, si tu veux prendre cette position, nous n'aurons probablement pas de société. Parce qu'une société qui ne peut pas faire respecter ce genre de loi et protéger sa propre population n'est pas vouée à durer. Alors, au lieu d'envahir le Venezuela à ce stade, ce que je pense être une perte de temps complète ou de faire exploser un bateau dans l'océan qui transporte de la drogue, et tu le sais, d'après ton temps de service actif, et moi je le sais pour avoir travaillé au Joint Interagency Task Force South, le JATF South, beaucoup de ces choses arrivent de manière bien plus sophistiquée aux États-Unis, n'est-ce pas? Faire exploser ce seul bateau ne va pas changer, quoi que ce soit. Mais encore une fois, cela rentre dans cette catégorie si importante pour Donald Trump, l'image. Ouais. Tu vois, je suis dur, j'ai eu le courage d'ordonner de faire exploser un bateau. Non. En réalité, cela relève strictement de la catégorie
des assassinats ou des meurtres extrajudiciaires. C'est pas vraiment légal. C'est pas parce que le président dit, eh bien, ces gens sont des terroristes, que ça les rend terroristes. Est-ce que des terroristes et des cartels de la drogue coopèrent? Bien sûr. Est-ce que cela veut dire que tout le monde dans un cartel de la drogue est un terroriste? Est-ce que cela veut dire que tout le monde impliqué dans le terrorisme est un trafiquant de drogue? Non. Ces distinctions comptent vraiment. Et souviens-toi, si nous savons que nous avons affaire à des structures étatiques fragiles, si nous savons que Maduro a très peu d'influence sur ses propres forces armées, et il n'en a vraiment pas, ce qui n'est sûrement pas une bonne chose, et bien c'est la réalité. Nous savons que le président du Mexique n'a aucune autorité sur les forces armées mexicaines. L'armée mexicaine est sous le contrôle des cartels de la drogue. Réveillez-vous, c'est bien à cela que vous êtes confrontés, la Poba. Maintenant, est-ce que la solution consiste à détruire le Mexique? Je ne pense pas. Je crois qu'il faut accepter la réalité telle qu'elle est, la reconnaître pour ce qu'elle est, mais il faut aussi se tourner vers l'intérieur. Il est nécessaire de se défendre contre cette menace extérieure, mais lancer l'offensive dans la société ou dans l'état d'autrui n'est pas forcément une bonne idée. Nous devons mener l'offensive à l'intérieur de notre propre pays. Il faut d'abord s'attaquer à ce qui se trouve ici, chez nous, et je pense, dans une certaine mesure, que c'est ce que Donald Trump aimerait faire. Je ne crois pas que quiconque lui ait présenté cela d'une manière claire et cohérente. Donc, d'un côté, nous avons cette guerre en cours contre l'Ukraine qui devrait vraiment se terminer dès que nous trouverons un moyen d'y mettre fin. Ce qui signifie qu'il faut examiner les conditions posées par la Russie. Sinon, au minimum, ce que Poutine a déclaré vouloir. Il veut une Ukraine neutre. Eh bien, je veux revenir à cette conversation que vous avez eue, ou plutôt à cette conférence de presse qu'il a donnée à Pékin hier, car il y avait une autre chose en fait, 2 ou 3, mais surtout une très importante, qui montre, si je défends l'idée qu'il essayait de donner un coup de main à Trump en disant « et nous n'essayons en réalité de nous en prendre à personne d'autre », qu'il a aussi montré qu'il y a des limites à cela, car il a dit « nous faisons tout ce que nous pouvons pour négocier, mais si elles échouent », et il a ajouté ceci. Je crois encore que si le bon sens prévaut, il est possible de trouver un accord sur une manière acceptable d'y mettre fin. Et puisque nous pouvons voir l'état d'esprit de l'administration américaine sous la direction de Trump, nous n'entendons pas seulement des déclarations, nous percevons un désir sincère de trouver une solution. Je pense qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel. Alors, nous verrons comment la situation évolue, comment elle se déploie. Ensuite, nous devrons atteindre nos objectifs par des moyens militaires. Il a dit cela d'un ton très factuel, sans même mentionner de mots approximatifs. En substance, il a déclaré « Oui, nous nous intéressons au président Trump, nous sommes heureux de travailler avec lui. Nous cherchons des solutions. Mais si nous n'en trouvons pas, il y a une autre option sur la table et nous continuerons simplement jusqu'à atteindre nos objectifs militaires par la force, ce qui signifie qu'ils gagneront tout simplement la guerre. » Alors, est-ce seulement pour paraître ferme et impressionnant, ou pensez-vous qu'il est sérieux? Non, je pense qu'il est tout à fait sérieux. Et nous devons comprendre qu'il subit une pression énorme chez lui. Tout le monde parle de Vladimir Poutine comme d'un dictateur. C'est très trompeur. Il regarde les sondages d'opinion, il écoute le peuple russe. Et laissez-moi vous dire une chose. Le peuple russe veut que cette guerre se termine selon les conditions qu'il a énoncées, et il ne se soucie pas de devoir marcher jusqu'à la frontière polonaise. Or, c'est précisément quelque chose que Poutine n'a jamais voulu faire. Il est resté concentré sur Luhansk, Donetsk, Kherson, en somme la Novorossia, la Nouvelle-Russie, et c'est louable. Mais je crois qu'il commence à comprendre que nous ne traiterons pas avec lui, peu importe ce qu'il dit. Le président Trump, lui, ne comprend pas cela et il s'intéresse qu'à qui lui apporte un avantage personnel. Il investit tout dans ce qu'il juge important pour lui-même. Et c'est pas une bonne voie en relations internationales. Il faut raisonner en termes de communauté plus large d'États et de nations, en termes de niveau de vie, de santé, économique. Trump n'en est pas là et je crois que Poutine le sait. Alors il va tout simplement
continuer d'avancer. Il a un facteur très important qui joue en sa faveur, et nous, aux États-Unis, nous ne prêtons pas suffisamment attention à cela. Angela Merkel est sur une glace fragile, elle pourrait être renversée n'importe quel jour. Tout le monde en Europe en a assez de l'Union européenne. Les peuples ne veulent plus être dirigés depuis Bruxelles. Ce que Viktor Orban a commencé, ce que Orban a entamé, et ce que Robert Fico a rejoint, et je crois que d'autres les rejoignent très rapidement, c'est cette prise de conscience. Tout cela doit s'arrêter. Ils n'accepteront plus d'ordre de l'Union européenne. L'Union européenne est en train de mourir. Quant à l'OTAN, c'est comme une longue file de voitures dans un cirque de clowns. Elles avancent toutes en faisant du bruit, mais les moteurs ne fonctionnent pas bien. Il y a beaucoup de fumée et de feu, mais il n'y a rien de solide. L'OTAN est condamnée. C'est une perte de temps. Je pense donc que ce sont ces vérités que nous devons affronter avec honnêteté. Or, nous refusons de le faire. Nous traitons chaque chose comme si elle était en or massif, immuable, comme si le monde de demain devait forcément ressembler à celui d'hier. Mais, tôt ou tard, il sera impossible de cacher ces réalités au peuple américain. Et cela va se produire bientôt. Je ne sais pas où cela commencera. J'ai toujours pensé que cela partirait de la France avant de se répandre. Mais il est possible que cela commence maintenant en Grande-Bretagne. Leur économie est clairement en train de couler. Et nous sommes très liés à elle. Les banques de Londres et les banques de New York sont intimement liées et inextricablement imbriquées. Familiar with each other and inextricably intertwined. All of this is coming to a head.